Bonjour et bienvenue à Rancard, votre rendez-vous avec l'art. Aujourd'hui dans Rancard, nous allons vous faire voyager parmi des expositions d'art modernes, visuelles, mais aussi contemporaines. Enfin, pour terminer ce magazine sur une note musicale, nous accueillerons notre invité Wally Genka du groupe iGuacamole qui, après avoir répondu à quelques-unes de nos questions, nous interprétera, accompagné de son bassiste, un de ses morceaux. Le graffiti. Saviez-vous qu'il est un moyen d'expression utilisé par le peuple à l'origine? Effectivement, nous en avons trouvé sur le mur de Berlin, mais aussi pendant la guerre d'Algérie. Le graffiti prend ensuite une dimension esthétique et commencera à être exploité dans le métro de New York au début des années 70. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de la culture hip-hop. Nous commençons donc avec un collectif de graffeurs, de hackers et de bidouilleurs. À l'heure où la vie coûte cher, le Graffiti Research Lab France joue de la bombe de peinture et du Minitel. Ils fournissent à artistes et militants des expériences graphiques, gratuites et accessibles à tous. Leur mot d'ordre ? Des outils d'aujourd'hui pour les vandales de demain. Basés depuis un an à la Gaîté Lyrique à Paris, ils nous ont accueillis lors de leur week-end de clôture. Un reportage de Laura Drieux et Antoine Gagnère. Inaudible pour les uns ou performance artistique pour les autres, ce concert insolite de Minitel attire la curiosité. On a trouvé un moyen, via des cartes Arduino, qui sont des cartes électroniques programmables, de générer des caractères sur le Minitel. Il y a une idée derrière de recyclage d'appareils électroniques obsolètes. Et donc en affichant ces caractères, on utilise des capteurs de lumière en fait, qui vont moduler des notes par exemple et générer des sons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec un mélange de capteurs électroniques, de bidouilles et d'ingéniosité, il est possible de transformer ces couleurs en sons. Le Graffiti Research Lab met en place plusieurs ateliers participatifs et ludiques. Concoctés spécialement pour les enfants, ils sont tout aussi divertissants pour les grands. Il propose aux enfants d'aller photographier des graffitis qui sont dans les escaliers de la Gaîté et à partir de ces graffitis de faire un flickbook en fait, à partir d'un logiciel qu'ils ont créé pour ça, qui est en open source et qui découpe en fait le graffiti en différentes petites séquences qu'ensuite on imprime et qu'on peut transformer en flickbook, les petits carnets qui permettent d'avoir une image animée. Our kids love to draw graffiti at home, so we thought it was an excellent idea to come here. And maybe as you've seen, they're completely drawn to the wall and they love spraying the graffiti. So they really enjoyed it. We were here for a while, went outside to the park and they wanted to come back again. So they really liked it. À la Gaîté Lyrique, la résidence du Graffiti Research Lab prend fin, encourageant de nouveaux créateurs à innover et inventer. Il y a environ 32 000 ans, dans les grottes Chauvet, apparaissaient les toutes premières peintures. Depuis, cet art a bien évolué et l'on distingue aujourd'hui peinture figurative de la peinture abstraite, voire dans notre XXIe siècle, très abstraite. Loin des bombes de peinture et des idées rebelles, rendons-nous dès à présent chez Isabelle Diffre. Mère de 2 enfants, cette femme a choisi de dédier sa vie à son art, la peinture. Elle nous présente avec une joie de vivre bien à elle ses œuvres d'été, paysages abstraits d'or et de noir, et celles d'hiver, scénettes touchantes aux personnages et aux couleurs extravagantes. Un reportage de Christian Durand et Sébastien Pingal. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je sable ma toile, je viens coller le sable, de manière à obtenir un effet un petit peu comme du papier de verre. Donc c'est vraiment très finement sablé. Une fois que le sable est bien collé, je viens travailler à plat, avec les mains essentiellement, je n'utilise pas de pinceau. Isabelle fait corps avec la matière de ses toiles. Elle exprime au mieux ce qu'elle désigne comme des sensations de nature. Ses peintures d'été voient le jour à travers un processus de création simple et épuré. Ses toiles respirent la sérénité d'un art sans artifice.
Je travaille en décapant la toile et je crée des vides. Et sur ces zones-là, je vais retravailler, revenir, enfin un peu comme un millefeuille, revenir de façon très très fine en superposition pour obtenir un équilibre au niveau des vides et des plats. Tel un sculpteur, l'artiste gratte, brosse, étale, polit, travaille les espaces de peinture sur sa toile, révélant petit à petit l'œuvre finale. Dans un tout dernier temps, je reviens avec un petit pinceau très très fin et là je renforce des choses qui sont faites naturellement. Alors des arborescences, des crêtes, des choses qui me parlent. Donc voilà, c'est de la nature sous toutes ses formes, que ce soit des montagnes, des brumes, un peu ce qu'on veut d'ailleurs, parce que je donne pas de titre à mes toiles exprès, pour que chacun puisse imaginer ce qu'il veut et voilà, chaque toile est un voyage en soi. Et voilà. Ces peintures d'été nous font contempler des espaces vierges. Le travail d'hiver d'Isabelle est quant à lui un retour aux couleurs vives, aux émotions plus incarnées. Avec ses personnages de papier, elle nous raconte des histoires. Riche de ces deux univers, Isabelle donne à sa palette d'artistes une plus grande variété. Les contraires s'harmonisent sans jamais s'opposer. Ces représentations et perceptions ont été bouleversées par le numérique. Les capacités de stockage de données augmentent continuellement. En conséquence, notre appréhension du monde remet perpétuellement en jeu les échelles. C'est ce rapport de l'infiniment petit et de l'infiniment grand qui intéresse les artistes de l'exposition Micro-Macro du festival Exit. Dans cet événement qui a lieu à la Maison des Arts de Créteil, ce ne sont pas moins de 16 créateurs qui, via le biais de machines, de robots, d'installations, enchantent vos yeux, vos oreilles et mine de rien, vous plongent dans leur monde quelque peu surréaliste. Un reportage de Hugo Battistella, Julien Fouillet et Marie-Èva Marcouilleux. Un kaléidoscope géant dans lequel vous entrez et créez vous-même les formes projetées sur le chapiteau, c'est l'œuvre interactive de Philippe Decoufflé. Les proportions grande échelle vous feront voyager dans l'infiniment petit. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le kaléidoscope, le grand kaléidoscope, parce que je trouve que ça a un côté magique. On a l'habitude de regarder en tout petit ce genre de choses. Et là, j'ai trouvé ça et là, on est à l'intérieur. Fantastique. Voilà. Oui, à l'intérieur du kaléidoscope. Je trouve ça fabuleux. Quelques mètres plus loin, des centaines de petits composants informatiques sont assemblés pour créer une maquette d'une base militaire futuriste. De quoi donner le vertige aux visiteurs. Mais Micro-Macro, c'est aussi montrer comment le numérique s'intègre dans l'espace et dans le temps. Et pour Anne Rocchini, le web est l'outil idéal pour le montrer. Donc les deux œuvres d'Anne Rocchini qui sont derrière, ça parle d'Internet et du web et de toute la création qui se passe un peu sur Internet. Donc elle a créé un logiciel avec un de ses collaborateurs qui s'appelle le WebJ. Voilà, au même titre que les DJ mixent de la musique, elle mixe des URL et des sites Internet. Depuis le début du festival, c'est assez chouette parce qu'on fait et des visites groupées et des postes fixes. Donc on voit vraiment beaucoup de gens passer différents. Et c'est un public intergénérationnel, il y a autant des enfants en bas âge que vraiment des personnes âgées. Et on se rend compte que les œuvres sont vraiment interactives. Entre miniaturisation des processeurs et immensité des données, le numérique reflète l'étendue de l'univers. Des images ultra compressées au vidéomapping géant, l'exposition a su séduire les visiteurs et renouvelle l'expérience à Lille dès le 21 mai prochain. Un robot est un dispositif alliant mécanique, informatique et électronique. Il est capable d'exécuter diverses tâches de manière automatique. Des artistes comme Zaven Paré ont eu l'idée d'utiliser un ou plusieurs robots pour créer une œuvre d'art. On appelle cela l'art robotique. Vous le savez, ils font la cuisine, le ménage et bien des choses. Et ne cessent d'augmenter leur champ des possibles. La nouvelle lubie de nos amis les robots, l'art. Ils investissent la Cité des Sciences dans l'exposition Art robotique. Un reportage de Arthur Meunier et Marie-Èva Marcouilleux.
Un ballet de sons et de lumière où l'être humain semble étrangement absent. Désormais artiste à part entière, le robot peintre de l'installation The Big Picture. Son œuvre ininterrompue se crée sous les regards des visiteurs. Drôle d'animaux que les animaristes du néerlandais Theo Janssen. Parfaitement autonomes, la force du vent leur permet, grâce à un système de pistons, de se déplacer selon des mouvements qui rappellent ceux des insectes. Comme leurs homologues biologiques, ces gigantesques organismes semblent préférer le grand air aux salles de musée. J'ai beaucoup aimé, je pense, la voiture qui se déplie, qui est en dehors de l'exposition, parce qu'on voit cette toute petite voiture qui devient un truc gigantesque, c'est vraiment impressionnant. S'apparentant à celle d'un végétal colossal, la totem mobile de Chico McMurtry se déploie jusqu'à atteindre les 18 mètres de hauteur. J'ai trouvé que quand on entend art et robot, on s'attend vraiment à des choses monumentales, à des œuvres énormes en mouvement avec des sons. Là, on est un peu déçus, certaines œuvres sont toutes petites, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il faut le chercher. Certaines œuvres, en effet, n'en sont qu'à l'état de simulation graphique. Il reste beaucoup à découvrir. Franchement, on dit qu'on a atteint le paroxysme de la technologie, mais pour moi, je pense qu'on est au début. Mêlant robotique et éléments naturels, la matrice liquide pousse à la contemplation des visiteurs hypnotisés. L'invisible et le visible sont des sujets très vastes, autant au niveau scientifique que sociologique. Un téléphone portable qui devient indétectable dans un micro-ondes, une chambre à brouillard qui révèle les ondes ou encore une bille qui disparaît dans l'eau. Nous avons cherché à atteindre l'invisible et à le comprendre. La science n'en finit pas de nous surprendre, et c'est ce que nous montre l'exposition Les Invisibles, qui a lieu dans un lycée en plein cœur du 13e arrondissement de Paris. Des œuvres et des ateliers pour tous et pour tous nos sens. Un reportage de Emma Tétani. Page blanche sur l'invisible, mais pas seulement. Imagination ou réalité? Un point de bascule entre ce que l'on devine et ce qu'on arrive à percevoir. En fait, je travaille sur les notions d'imperceptible et d'invisible. Et en fait, ce sont des formes abstraites, en fait. Ça ne représente pas quelque chose de particulier. C'est plutôt un travail sur la ligne et sur la découverte de cette ligne, en fait, sur la perception qu'on peut en avoir, en fait. Mais ça reste quelque chose d'abstrait. Ouais. En fait, ces lampes ultraviolets rendent l'exploration physique. D'autres jonglent entre les axes de vue. Les regards fouillent à l'intérieur du cube. Des gouttelettes de condensation surgissent du gaz en surébullition et transforment cette expérience en tableau dynamique. Et vous? Êtes-vous inquiet ou fasciné par l'invisible? Le micro-trottoir est une technique journalistique consistant à interroger des personnes ciblées, le plus souvent dans la rue, afin de les questionner et collecter leur opinion ou réaction spontanée sur un sujet ou une actualité. Enchaînons avec notre rubrique karaoké, où aujourd'hui, Lucie Roche demande aux passants de leur chanter la culture. Voyez donc. C'était la dernière séance, et le rire sur l'écran est tombé. Pas de contraintes pour nous, jamais je veux. Je connais plus les paroles. Allumez le feu! Allumez le feu! Che bella
l'acqua che spense il fuoco, che brucia il bastone, che picchio il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Le monde est stone, ils veulent nous anesthésier l'esprit. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Like a diamonds, like a diamond in the sky. Shine bright like a diamonds, like a diamond in the sky. Ooh, yeah! I wanna be the very best, like no one ever was. Con te partirò. Che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Adesso si rivi. Bye bye de la couleur de terre, le chocolat glacé, glacé. Force qui guide mes pas. Les intermittents du spectacle. Ils sont des artistes ou techniciens qui alternent périodes de chômage et périodes d'activité. On en parle beaucoup en France depuis quelques mois, lorsque la MEDEF a décidé de supprimer leur statut. Nous allons dès à présent retrouver Laurine, en direct du CIFAP, qui va nous éclairer sur la question. À vous, Laurine. Oui, Sébastien, aujourd'hui nous avons décidé de nous intéresser à la profession d'intermittent. Pour cela, nous nous sommes rendus à l'établissement CIFAP, situé à Montreuil, qui prépare des formations pour les intermittents. Donc nous avons décidé de collecter des avis sur cette profession, parfois difficile. Nous retrouvons Vincent, ingé son à l'origine. Il souhaite poursuivre dans le journalisme en réalisant ses propres reportages. Quand une passion devient profession, il nous raconte. J'ai un peu travaillé à l'étranger et puis de retour en France l'été dernier, j'ai eu un mal de chien à enchaîner les piges, les tournages, les trucs comme ça. Du coup, sous l'appui de mon frère et de mes proches journalistes, ils m'ont conseillé que je développe plutôt la technique orientée vers le journalisme. Et donc du coup, j'ai commencé cette formation de journaliste reporter d'images. Vincent n'ayant pas cotisé d'heures, il est impossible pour lui d'obtenir le statut. Il compte néanmoins se battre pour poursuivre la réalisation de ses reportages en collaboration avec son frère. Mon principal problème étant que, comme directement après ma formation d'ingé son, je suis parti à l'étranger, je suis pas passé par la phase, on va dire, post-études et rentrer sur le milieu du travail. Donc du coup, une fois rentré à Paris, je disais bonjour, je suis déjà professionnel et même si vous me connaissez pas, est-ce que vous me prendriez? Donc du coup, non. Et engagé ou pas dans les mouvements sociaux récents? Des mouvements sociaux intermittents, non. Après, certains mouvements axés sur la précarité en général, oui. Notamment le collectif Génération Précaire, qui est un super collectif qui a fait avancer pas mal de choses en termes de stagiaires, de CDD et puis d'intérimaires, et tout ce qui est justement travail temporaire et précaire en général. Et alors sans être non plus un membre actif de l'association, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, j'ai participé à quelques manifestations et ça c'est cool. Contrairement à Vincent, Fanny, chargée de production, vit très bien son statut d'intermittente. Elle nous explique son métier et son parcours. Je suis chargée de production depuis 8 ans et je suis intermittente du spectacle depuis 4 ans, depuis 2009. Même si Fanny semble avoir son chemin tout tracé dans la profession, pour autant, que pense-t-elle de son statut? J'ai toujours fait mes heures, puis j'ai toujours eu des bons contacts et puis travaillé. Aujourd'hui, à la sortie de cette formation en tant que JRI, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc on verra, mais en tous les cas, c'est sûr que l'intermittence m'a permis à certains moments où il y avait un petit peu de creux, de pouvoir continuer à faire ce métier. Comme vous avez pu le voir, le statut d'intermittent reste assez controversé. Pour certains, la réussite, pour d'autres, la galère. Les arts du spectacle. Technicien de l'image, du son, régisseur lumière ou encore réalisateur. Pour un comédien, ces disciplines artistiques requièrent toutes des compétences inconnues. Le métier d'acteur est-il fait pour vous? Pour le savoir, une seule solution, essayez. C'est ce que propose l'Atelier du cinéma à Paris. Plus que de simples cours de théâtre, chaque dimanche, cette école vous propose aussi un aperçu des différents métiers du 7e art. Un bon moyen d'éviter les erreurs classiques et de savoir ce que l'on peut attendre de vous.
Un reportage d'Axel Jobin et Charles Billois. Chaque dimanche, un drôle de cinéma se joue dans le quartier de l'Opéra, à Paris. Les élèves de Frédéric Provost se prêtent à un jeu particulier. J'ai ses cousins en ce moment à la maison. C'est pas facile pour ma sœur. Frédéric Provost est auteur, réalisateur et acteur. Il a fait ses gammes au cours Florent avant de travailler pour des réalisateurs tels que Philippe Faucon ou encore Mathieu Kassovitz. Non ? Alors vas-y, on va travailler avec ça. Vas-y, on se remet dedans. Il propose une autre approche du cinéma et du jeu d'acteur. Comédiens confirmés ou simples amateurs, les élèves approuvent et encouragent cette méthode qui leur permet de comprendre leur passion dans son ensemble. Qu'est-ce que l'atelier cinéma apporte ? Déjà une approche beaucoup plus professionnelle du métier de comédien. Maintenant, d'avoir une approche, je dirais, avec beaucoup plus de contenu et de sérieux. Ah non, mais t'inquiète pas, on est tous passés par là, hein, je te le dis. C'est dans cette ambiance sérieuse mais malgré tout bon enfant que Frédéric tire son épingle du jeu. Par rapport aux écoles de cinéma traditionnelles, le travail du comédien est mis en valeur et chaque avis compte. Bienveillance et participation sont pour Frédéric moteur de ses ateliers. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de pression, qu'on s'accueille. Enfin voilà, on est là. Non, c'est vrai. Enfin, t'as vu, c'est cool. Il n'y a pas de. Mais ça, c'est merci à eux. L'atelier cinéma de Frédéric Provost, c'est tous les dimanches après-midi. Et si vous passez par là, vous pourrez vous aussi vous prêter au jeu. Le luxe est le mode de vie consistant à dépenser de l'argent de manière superflue, outre les dépenses nécessaires à la vie quotidienne. Son enjeu est très grand et il est un secteur d'emploi très important et en pleine expansion dans nos sociétés modernes. 1.618 Sustainable Luxury nous présente un luxe pour le moins surprenant, un luxe écologique. Gastronomie, décoration, art contemporain, bien des domaines sont présentés ici, au carreau du Temple à Paris. Un reportage de Kim Derert et Laurine Goyer. Ces clichés sont pris à la tombée de la nuit, entre chien et loup, pour mieux capter cette lumière mystérieuse et enchanteresse. En collaboration avec des communautés des quatre coins du monde, Nicolas compose des œuvres à la fois personnelles et engagées. Avant j'étais plasticien, j'utilisais le recyclage. Ensuite j'ai fait un projet pour Yann Arthus Bertrand qui s'appelait 6 milliards d'autres. J'ai voyagé dans le monde entier. Et après ça m'a paru une nécessité en fait, à travers les interviews, à travers un rapport humain, d'exprimer des choses par rapport à un engagement. Et dans cet engagement évidemment il y a les changements de la nature, il y a aussi les liens humains, il y a aussi la transition, la transmission. Donc, je vois le sens au niveau du mot écologie, mais dans sa définition, c'est-à-dire l'homme dans son milieu. Donc pas simplement le milieu, l'idée de la nature, mais aussi le rapport humain en fait à travers ça. Moi je fais des compositions avec des objets et en fait partout où je vais j'ai de la matière à foison. Et tous ces décors je les monte et je les démonte avec les objets des gens. Nicolas commente une de ses compositions préférées, les cow-boys et les Indiens, mises en scène à Madagascar. À droite de l'image il y avait mon chauffeur en fait qui est le perchman. Et on parlait des débats sur l'image un peu de la colonisation des Blancs et tout ça. Et il disait, mais voilà, l'archétype du pire, c'est vraiment les westerns. C'est eu un génocide. Les Indiens, dans les Amériques, une bonne partie des populations ont été éteintes. Les Blancs, ils font des films avec des cow-boys, avec les Indiens qui sont les méchants et qui continuent à les massacrer. Pour eux, c'est une image insupportable. Donc du coup, on a décidé de refaire le film, mais à l'envers. En fait, un film en Afrique qu'on diffuse, et en fait, avec les Indiens qui tuent les cow-boys. Des contrastes renforcés, des lumières placées intelligemment, des acteurs qui n'ont pas besoin de jouer un rôle pour reproduire une réalité, Nicolas fabrique des images pleines de sens et d'esthétique. À quelques mètres de là, nous rencontrons Bertrand Flachot, lui aussi photographe, mais qui utilise ses talents pour créer des installations monumentales éphémères, telle cette œuvre sur le thème du mur végétal, sous forme de pièce unique, qui s'achèvera au terme du salon. L'artiste prolonge les formes préexistantes avec son coup de crayon, par intermittence, sans hésitation. C'est une œuvre qui cristallise le passage entre le réel, qui va petit à petit être incrusté de traits, de filaments lumineux, à l'imaginaire et à une trame narrative qui est une trame dessinée. Cet homme, pourtant proche de la nature, commence ses fresques à l'ordinateur, utilisant tablette graphique et stylo numérique comme outil de base.
Cette fusion réussie de techniques d'époques différentes forme une harmonie originale entre concret et abstrait, d'après une valeur très importante dans son processus de création, le temps. Et c'est quelqu'un qui s'engage sur plusieurs temps de création. Il travaille dans la nature, de manière générale sur un terrain qui lui appartient, qu'il observe au fur et à mesure des saisons. Et c'est quelqu'un qui va travailler dans une forme de dématérialisation. Il n'y a pas d'objet pérenne en fait dans sa production. Il fabrique du trait dans le temps. Durant 3 jours, les 42 exposants présents sur le salon ont ouvert les yeux des visiteurs sur les possibilités d'un luxe durable, le luxe du XXIe siècle. Le concept du photomaton a été créé par Ange Albert lors de l'exposition universelle de 1889. La première cabine accessible à tous réside à Paris en 1912. Aujourd'hui, on en trouve dans divers lieux publics, stations de métro, aéroports, gares ou encore centres commerciaux. Il y a quelques mois, vous avez pu voir l'artiste JR et son camion photomaton recouvrir le palais de Tokyo de portraits en noir et blanc. Avec son Inside Out Project, il permet à tout le monde de participer à cette œuvre d'art grandeur nature. Un reportage de Sébastien Pingal. Qu'ils soient grands cuisiniers, stars du petit écran ou simples étudiants, ils étaient nombreux ce jour-là à venir se faire tirer le portrait. Une photo prise à l'intérieur mais collée à l'extérieur, c'est l'esprit du Inside Out Project. En fait, c'est un projet où il n'y a pas de message derrière, c'est comme une plateforme. Les gens font leurs photos, l'impriment, des fois on leur envoie par la poste la plupart du temps, c'est rare qu'il y ait le camion. Et ensuite, c'est eux qui décident quel message, dans quel contexte, ce que ça va vouloir dire, avec qui ils vont le faire. Et il y a des gens qui en font une action artistique, d'autres qui en font une action égo-trip, il y en a d'autres qui en font une action politique. Et ça dépend vraiment des gens et du pays dans lequel ils vivent. JR, chapeau et lunettes noires, n'hésite pas à mettre la main à la colle. L'artiste a réussi son pari, il est loin de Clichy-sous-Bois, cette commune de la banlieue parisienne où il a commencé. JR, j'étais fasciné par ce mec-là parce que ça fait à peu près 10 ans qu'il fait de la photo. Il bossait avec le collectif Contre-H-M à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Il faisait des photos de la Tessie. La Tessie, t'as vu, je parle verlan, je suis un ouf. Non, il faisait des photos avec des gens de la cité et il allait super loin. Il a fait le tour du monde avec son projet. Et c'est un mec fascinant, avec à voir, regarde le nombre de gens qui sont venus. Tu vois, c'est juste un mec qui a une idée, une envie et ça fait bouger le monde et ça fait sourire les gens. Ça fait 1 heure qu'on attend pour moi. Hein. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Je suis assez contente quand même d'être venue, il y a plein de gens différents, c'est assez intéressant, c'est marrant. La pluie, c'est sympa aussi. Comme des centaines d'autres Parisiens aujourd'hui, Joyce attendra au moins 2 heures avant d'obtenir enfin son cliché. Je suis assez contente, j'ai fait une super photo. Bon, 1 heure de queue, franchement, au final, je ne l'ai pas senti, à part les 10 minutes à la fin, j'en pouvais plus, je crevais de froid. En plus, c'est JR qui m'a posé, franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Là, c'est la journée au top. Une journée au top, rendue possible grâce au prix TED, une récompense qui a offert à JR 1 million d'euros pour financer ce projet. Marionnettes à fil, à gaine, à tringle ou encore à chenille. La culture des marionnettes nous vient des Grecs, qui se représentaient eux-mêmes sous forme de poupées si l'on remonte jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus actuels, vous les connaissez tous, ils vous font rire chaque soir sur Canal+. Ils font de la politique à leur manière, caricaturant PPDA, François Hollande et autres Sylvester Stallone. Je veux parler, vous l'aurez compris, des guignols de l'info. Ceux que vous connaissez moins, en revanche, ce sont Alain Duvergne et son équipe. Ils sont à peine une dizaine de personnes et pourtant, à eux seuls, ils sont chargés de la fabrication de toutes ces fameuses marionnettes. Ces artisans du latex et de la bombe aérographe, parents de pas moins de 350 marionnettes, nous ouvrent les portes de leur atelier. Un reportage de Geoffrey Barret et Olivier Nguyen. Je ne sais pas qui on va découvrir. Est-ce qu'elle est vraiment... C'est une marionnette pour un musée en Russie. Donc c'est un politique russe. Des marionnettes, ils en fabriquent pour le monde entier. Pourtant, c'est avec celle des Guignols qu'ils ont connu la consécration. Ici, on transforme un tas d'argile en président de la République. Voilà comment ça se passe ici à l'intérieur. Bon, alors François Hollande a un mécanisme supplémentaire. Mécanisme de sourire, donc c'est ces 2 conduits-là qui n'existent pas sur les autres marionnettes. Le mécanisme de sourire, donc ça marche mieux quand on met la main dedans. Voilà. Et là c'est vraiment... J'ai utilisé une poignée de frein de vélo parce qu'il faut tirer assez fort sur le latex pour le faire sourire. Un petit sourire un peu niais comme ça qui marche très bien.
Tu viens bien passer l'aspirateur, parce qu'en plus, ça fait le bruit de l'avion. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir sur la moquette. Pour mieux comprendre le processus de fabrication, nous avons suivi Franck Demory, accessoiriste dans l'atelier depuis 15 ans. Je fabrique des accessoires, mais aussi des effets spéciaux, des petits décors, des maquettes. Au départ, je voulais faire du décor de cinéma. Enfin, moi, je voulais faire du décor de films de Star Wars, quoi. Enfin, de trucs de science-fiction, des trucs marrants. Et bon, en France, c'est pas vraiment ça. Mais par contre, quand je suis passé dans la boîte de décor des Guignols de l'info, j'ai vu qu'il y avait des trucs plus sympas à faire. Salut, bande de salbourges. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on peut faire un cendrier en papier mâché. Un cendrier? Mais c'est nul de fumer. En plus, ça donne des maladies. Tais-toi, perruche. Tu la fermes. Sinon, le cendrier, je le fais dans ta bouche. C'est une véritable méthode de travail artisanale. Elle nécessite du soin et du temps accordés aux marionnettes. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe doit toujours être capable de s'adapter à l'actualité. Il y a des marionnettes qui sont très connues, donc on utilise tel quel. François Hollande, on aura du mal à le faire passer pour un anonyme, par exemple. On va tout de suite reconnaître sa tête. Il y a d'autres têtes qui sont plus faciles et qui marchent bien pour faire des personnages un peu dans l'urgence. Il y a eu le cas, par exemple, avec Ben Laden. Dès qu'on a connu son visage à la télé, il fallait la tête de Ben Laden au Guignol, le jour même. Donc, on a pris la tête de Harlem Désir, avec une barbe et un turban, et donc il est devenu Ben Laden. Véritable institution télévisuelle, les Guignols de l'info nous font rire tous les soirs depuis bientôt 25 ans. Allez, ciao, bonsoir. Et enfin, pour conclure ce magazine, nous allons maintenant accueillir sur scène un jeune groupe de musique parisien. En effet, 2 des membres de cette formation de reggae ska pop ont accepté de jouer en exclusivité et en avant-première leur tout dernier titre sur notre plateau de Rancart. Ils font du ska, du reggae, de la pop, du hip-hop. Wally et Baptiste du groupe Aïe Guacamole. Salut Baptiste. Salut. Salut Wally. Salut Seb. Ça va? Salut Wally. Salut. 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 Bon alors les gars, vous jouez du ska. Qu'est-ce que c'est le ska? Alors le ska c'est un style de musique, voilà, et en gros c'est une sorte d'ancêtre du reggae, c'est né en Jamaïque, tout ça, c'est plus rapide, plus dansant et tout, mais bon c'est à peu près le même genre de musique quoi, voilà. Ok. Et donc vous êtes le groupe Aïe Guacamole. Aïe Guacamole, ça vient d'où? D'où vient ce nom? En fait c'est notre première trompettiste qui avait eu l'idée de ce nom. Ça fait un peu festif et tout, donc voilà, on s'est dit qu'on allait prendre ça. Et on aime l'avocat. C'est important. C'est important. Toi aussi? J'adore ça. Ouais, ok. Donc là vous êtes que 2, mais j'ai cru entendre que vous étiez plus. C'est quoi votre formation complète? Ouais, normalement on est 10, avec la rythmique, avec guitare, basse, clavier et batterie, forcément. Une chanteuse et une section cuivre. Plein de cuivre. Voilà, ça fait 5 cuivres, c'est sympa. Ça doit être du monde. Ça envoie du pâté, ouais. Et c'est quoi vos influences? Alors les influences, donc on en a plein. Bon, forcément des vieux groupes de ska qui sont pas très connus, mais bon, les Skatalites, je sais pas si vous connaissez. Mais après, on s'inspire d'autres artistes, surtout de la black music en fait, donc Stevie Wonder, un peu Michael, un peu MJ, tout ça. Donc voilà, on s'inspire un peu de tout le monde, ça donne aussi le côté pop, quoi. Et puis c'est vrai qu'on a tous des influences différentes, hein. On vient pas du tout, enfin pas nécessairement du même milieu tous, mais comme on est nombreux, on a chacun notre patte à apporter. Donc ça fait des trucs. Ça fait un mélange sympa, ouais. Melting pot. Ouais, c'est ça. Et donc là, ce soir, vous allez nous jouer un truc. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Et donc c'est un de nos derniers titres qui s'appelle Quietly. Et voilà, comme son nom l'indique, il est tout calme, mais il est cool. Super, eh bien on va donc vous laisser maintenant avec Aïe Guacamole qui va vous interpréter leur morceau Quietly. Et nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Rancart. Tonight I wake up, walk on town. The street is so empty, I feel no use.
setting free, free. Quietly, quietly, take a break and stop the time together. Quietly, quietly, we'll never be alright later. Quietly, quietly, another world could keep on turning. The world never waits, but it's up to you. Washing away. Tonight is so good. Lost in times. The street is so empty. Life, you know, you along the way. Without me, you got what you wanted. And I see you setting free, free, washing away. Quietly, quietly, take a break and stop the time together. Quietly, quietly, it's gonna be alright